Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Ce devrait être une relation de bon voisinage, c'est parfois une guerre larvée. Ce devrait être une vie pleine de convivialité, c'est parfois un enfer plein de rancœur. Ce devrait être la primeur à l'intérêt commun, c'est trop souvent la négligence que l'on met en commun. Et oui, la vie en copropriété est une vie pleine de surprises et parfois mauvaise. Ce devrait être l'entente, la mesure, ce peut être les cris et l'abus de droit. Alors, en conséquence, à défaut de cordialité, certains exigent le strict respect des règles, la conformité par rapport à la loi. Que permet-elle de prendre comme solution? Que risquent les mauvais payeurs? Nous en parlons avec vous, chers auditeurs, et l'on répond à vos questions, vous le savez, au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Pour en parler, nous sommes ce matin avec un notaire. Nous serons rejoints par la suite par un avocat. Jad Aboulachbal, vous êtes notaire à Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour Badr. On se retrouve ce matin, ce jeudi, un rendez-vous qu'on avait pris depuis un certain temps, 2 mois ou 1 mois et demi ou 1 mois, je ne sais plus déjà, mais en tout cas on s'était promis de consacrer l'émission ensemble, qu'on ferait ensemble justement à la copropriété. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en l'occurrence et vous pouvez nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80 si vous avez des questions sur la copropriété. Nous restons à votre disposition aussi sur la page Facebook des experts atlantiques en commentaire ou en message privé. Alors j'en viens peut-être aux questions que j'évoquais en introduction. Il y a parfois, lorsqu'on fait le deuil de la convivialité, de la chaleur humaine, du respect mutuel et ainsi de suite, on se dit alors que permet la loi, que peut-on faire pour essayer de régler les problèmes qui se posent à nous? Parfois il y a un mauvais payeur, parfois il y en a plusieurs, parfois il y en a plusieurs qui s'encouragent et qui créent des groupes WhatsApp, ça on peut le constater de temps en temps, d'après les témoignages qu'on reçoit. Mais en ce qui concerne la loi, est-ce qu'il y a des petites astuces? Et je me suis promis d'en partager toutes les émissions consacrées à la copropriété, des petites astuces pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de récalcitrants possible et surtout le plus d'astuces pour essayer de recouvrer les créances des copropriétaires qui ne payent pas ce qu'ils doivent au syndicat des copropriétaires. Jad Aboulachbal. Alors, je pense qu'il faut substituer un discours de rationalité au discours passionnel que vous voulez introduire, parce qu'il faut faire comprendre aux auditeurs que lorsqu'on fonctionne dans la copropriété, c'est pas nécessairement une question d'affection, de passion, c'est une question d'intérêt bien compris. Mais nous sommes en Méditerranée, on aime bien avoir de bons rapports. Je pense que même au Maroc, on peut comprendre ce discours d'intérêt bien compris, même s'il n'y a pas d'affect entre les copropriétaires. Il faut vous qui parle. Il faut réfléchir à une organisation fiable qui permette à tout le monde d'y trouver son compte. Mais d'après tous les professionnels, ils disent c'est le cas. C'est-à-dire les textes permettent, lorsqu'il y a problème, de récupérer l'argent et lorsque les choses sont bien organisées, de le faire. Simplement, c'est pas toujours le cas. Oui, les textes vous offrent des actions. Simplement, les actions sont longues, ce sont des procédures qui peuvent être coûteuses et vous vous trouvez confronté à des problèmes de solvabilité ponctuels si vous attendez effectivement un paiement des charges régulier. Donc, effectivement, lorsqu'on est dans une logique purement contentieuse, il n'y a que l'action en justice. Mais il faut déjà sensibiliser en amont chacun des copropriétaires à son rôle, lui faire bien comprendre lors des assemblées générales qu'il a un intérêt concret à être présent pour y voter. Et là, c'est très important que le syndic qui a été désigné par la copropriété et qui convoque joue ce rôle éventuel de liant. Lors des assemblées générales, il faut effectivement respecter un formalisme très particulier, parce que si vous ne respectez pas ce formalisme très particulier, il s'avère que les décisions que vous aurez adoptées ne sont pas valables et donc pas opposables, et dans ces cas-là ne peuvent pas nécessairement fonder une action. Maintenant, pour ce qui est des actions en recouvrement de créances, le syndic n'a pas nécessairement besoin d'une autorisation spécifique de la copropriété pour agir, mais le syndic doit se fonder sur un PV d'AG qui prouve bien que les charges ont été validées. Générale, oui. Voilà. D'accord. Donc effectivement, quand on a le PV, quand l'assemblée générale est tenue, restent les questions que tu as abordées au début, à savoir le fait de s'en rendre compte que, en effet, disons, les prérequis sont là,
mais aussi les frais de justice. Toutes les copropriétés se disent bon, ça va nous coûter du temps et de l'argent. Cela dit, dans la pratique, il y a beaucoup de professionnels qui font assumer financièrement la responsabilité financière du manque à gagner pour la copropriété et même des procédures judiciaires au copropriétaire qui est responsable du fait que la copropriété enclenche la procédure de justice contre lui. Et ça, c'est quand même intéressant comme procédé, Jed Aboul-Chebal. Alors, par rapport à ça, il faut comprendre que dans un premier temps, effectivement, chaque année, il y a au moins une assemblée générale qui se réunit. On peut toujours convoquer des assemblées générales extraordinaires, mais l'assemblée générale ordinaire doit se tenir au moins une fois par an. Celle-ci doit se tenir après convocation claire, avec un ordre du jour précis. Et lorsqu'il y a le budget qui est en discussion, les documents comptables doivent être adressés aux éventuels participants. Je répète que rien n'oblige un copropriétaire à se rendre à l'Assemblée générale. Mais s'il se rend pas à l'Assemblée générale, le vote lui sera opposable et il n'aura pas pu émettre des objections à cette occasion. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, clarifier la situation et inviter le maximum de copropriétaires à participer à cette assemblée délibérative. Parce qu'il faut comprendre que dans le fonctionnement d'une copropriété, le pouvoir appartient aux copropriétaires et que le syndic n'est qu'un organe d'exécution. Comme il est un organe d'exécution, il a des pouvoirs limités par ceux qui lui sont conférés par l'Assemblée générale dès lors qu'il est régulièrement nommé. D'accord. À partir de là, dès lors que lors de l'Assemblée générale a été débattu le projet de budget, qu'il a été discuté et qu'éventuellement il a été amendé de sorte qu'il soit validé par le plus grand nombre, la force argumentative du syndic sera plus grande pour obtenir le paiement. Je le répète, avant d'aller jusqu'au contentieux, il faut déjà déminer les éventuelles mines qui vont handicaper le fonctionnement de la copropriété. Parce que, effectivement, si vous intentez une action d'après le texte, vous pouvez demander effectivement le paiement des charges et les frais de justice. Mais il faut sans doute provisionner en amont les éventuels frais complémentaires parce que la taxe plus les charges ne couvrent pas les éventuels frais d'avocat, les éventuels frais de procédure qu'il faut budgéter. Donc, quoi qu'il arrive, ce mode de prélèvement, même s'il aboutit au terme d'une action en justice, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la copropriété puisqu'elle va être gangrénée d'une partie de ce qui lui aurait été dû normalement du fait de cette action. Alors, je répète, parfois vous avez des gens qui ne sont pas en confiance. Et dans ces cas-là, il faut essayer de les convaincre. Maintenant, si vous avez des mauvais payeurs par principe, il faudra les dissuader et prendre lors des assemblées générales des mesures élargies, c'est-à-dire actions. Pas besoin normalement d'une autorisation, mais peut-être budgéter lors de l'Assemblée générale un budget pour les frais connexes. Parce que même si vous êtes condamné à payer ce type de charge, vous aurez éventuellement quelqu'un qui ne voudra pas assumer cela. Et il faudra l'y contraindre. Mais des fois, monsieur, si j'ai bien compris, certains syndics professionnels, et évidemment, ils font attention à ces prérequis, c'est-à-dire que ils intègrent dans le règlement de copropriété en votant, en se réunissant en assemblée générale, le fait effectivement que lorsque il y a un copropriétaire qui ne paye pas ce qu'il doit à la copropriété, la procédure judiciaire qui sera enclenchée contre cet individu va comprendre en quelque sorte les frais judiciaires qu'il fera et qu'il ferait assumer à la copropriété. Ils votent cette disposition. Comme cela, lorsqu'ils vont toquer à la porte du juge pour faire payer le récalcitrant, ils incluent automatiquement les frais judiciaires qui sont estimés. Bon, apparemment, comme c'est pas une procédure qui n'est pas, qui est plutôt récurrente, on a une idée très précise de ce que cela coûte et donc on inclut ces frais-là lorsqu'on engage la procédure contre l'individu et donc de fait, lorsque le juge rend sa décision, il prend en considération cela puisque ça a été voté
en assemblée générale. Bon, c'est un peu une astuce effectivement de syndic professionnel que je partage parce que la dernière fois j'avais omis de le mentionner en dernière partie d'émission. Alors j'ai pris à cœur de faire cette petite parenthèse ce matin et en début d'émission, comme ça il n'y a pas d'omission parce qu'en général lorsqu'on parle de copropriété il y a des questions et petit à petit on essaie d'y répondre et donc on peut omettre tel ou tel aspect effectivement relatif à la copropriété parce qu'il y a des questions de voisinage, il y a des questions parfois de problèmes ou de nuisances sonores, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problématiques très diverses qu'on rencontre dans le cas de la copropriété, mais j'y viens par rapport au fait que l'on puisse intégrer justement dans le recouvrement les frais de justice lorsqu'on va toquer à la porte du juge. C'est une pratique qui se fait, je le disais, lorsqu'on est syndic professionnel et qu'on est soucieux effectivement de recouvrer en quelque sorte l'intégralité des dommages que subit la copropriété. C'est un peu plus dissuasif que parfois de récupérer que les sommes effectivement allouées ou plutôt consacrées aux charges impayées. Le texte de loi, lui, ne fait pas explicitement référence à ça. C'est pour ça que l'ajout peut toujours faire l'objet d'une contestation. Mais c'est évident que le fait que la loi impose simplement de payer, petit 1, les charges non payées, et les charges qu'on est habilité à demander, parce que je répète que si l'acte qui a donné naissance à la charge n'est pas régulier, ou s'il n'a pas été corroboré après lors de l'année suivante pour constater la défaillance, vous avez le délai de prescription de 5 ans qui commencera à courir, et de ce fait, au moment où vous serez tenté d'intenter une action, vous ne pourrez demander que les 5 dernières années. Donc, la personne se dit, je peux attendre, je ne paie pas, et au pire, je ne suis pas pénalisé. Maintenant, le texte de loi est relativement pauvre sur ce point. Voilà pourquoi il y a des ajouts, mais ces ajouts peuvent toujours être l'objet d'une contestation, parce qu'il faudrait démontrer le préjudice réel et il faudrait voir ce qu'il en est. Mais la loi expressément n'y fait pas référence. Oui, la loi expressément n'y fait pas référence. C'est pour ça que certains essaient de le rajouter dans le règlement de copropriété en votant des dispositions, parce que effectivement cette assemblée générale peut prendre quelques décisions supplémentaires. Après, est-ce qu'elles peuvent être contestées? C'est une certitude. Elles le peuvent, mais en si tout vous cas, avez parfois déjà le juge l'entend tout à fait, parce que des fois les copropriétés ont un petit budget, des fois elles ont un budget très important, mais lorsqu'elles ont un petit budget, elles veulent pas assumer les frais judiciaires, parce que tout le monde ne cotise pas pour cela. Il y a des frais de réparation de l'ascenseur, il y a des frais de réparation, même d'entretien de la terrasse. Parfois on repeint les façades, pas toujours, mais en tout cas il y a des frais et les personnes, les propriétaires ne sont pas toujours disposés à avoir des rajouts. Si on prend en considération l'assurance et ainsi de suite, on se dit il n'y a pas toujours en quelque sorte un fonds de réserve dans les trésoreries. C'est pour ça que d'après la pratique, d'après les syndics professionnels, le juge entend ces arguments-là et fait assumer les frais judiciaires par celui qui est poursuivi pour non-paiement des charges de copropriété. C'est une petite parenthèse, mon cher Jad Aboulechbal. Je voulais peut-être te poser une petite question d'auditeur. C'est un auditeur, c'est Hamza qui nous écrit ceci ce matin, parce que vous pouvez aussi nous contacter, vous le savez, sur la page Facebook des Experts Atlantiques. Alors rapidement, avant le flash d'actualité, on nous dit bonjour, dans une copropriété, tout n'est pas vendu, le promoteur décide de garder 9 appartements et d'en faire la location saisonnière. Est-ce qu'il a le droit de le faire sans autorisation des autres copropriétaires, premièrement? Est-ce qu'il a le droit de le faire aussi sans autorisation du ministère du Tourisme? Je ne sais pas si nous avons besoin d'autorisation de tourisme pour louer un bien. Je vais répondre là encore de manière très générale. Lorsque vous êtes propriétaire, vous pouvez effectivement donner en location votre local dans la limite de ce que autorise le règlement de copropriété. Donc si c'est un local à usage d'habitation et que les personnes à qui on loue habitent, il n'y a pas d'objection. C'est s'il y avait un changement d'activité. Maintenant, un locataire est tenu aux mêmes obligations qu'un copropriétaire. Le promoteur reste un copropriétaire tant qu'il détient des lots. Et dès lors qu'il fait des contrats de location, ils doivent être conformes aux règles de droit en la matière, soit les baux à usage d'habitation, soit les baux professionnels et commerciaux, soit effectivement des locations ponctuelles. Il faut effectivement avoir toutes les autorisations si c'est un bail écrit, mais beaucoup de baux oraux pas déclarés se pratiquent. Donc là, vous pouvez avoir des discussions par rapport à la validité du bail en lui-même. Bon, j'espère qu'on a répondu à la question. En l'occurrence, je crois que la loi permet, dans la mesure où on ne dépasse pas un mois par an
Elle nous permet de louer ce bien qu'on posséderait de façon saisonnière, sans pour autant avoir besoin de ces autorisations. Au-delà, il faut une organisation, une société, des déclarations, des impôts à payer, et ainsi de suite. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau d'Atlantique Radio, cette émission de ce jeudi est consacrée à la copropriété. Pour en parler, nous sommes, je le disais tout à l'heure, avec un notaire jusqu'à 11h. Nous serons rejoints par un autre avocat à partir de 11h. L'émission se poursuit jusqu'à midi. Nous avons du pain sur la planche, mon cher Jad Aboulachbal. Maître Jad Aboulachbal, nous avons, je le disais, quelques appels qui attendent de prendre la parole, quelques auditeurs qui nous ont entendus en première partie d'émission. C'est normal, nous avons évoqué le nerf de la guerre. En général, les questions de recouvrement, c'est quand même un peu l'essentiel de la copropriété, même si il peut y avoir des choses un peu loufoques. Et on entend de semaine en semaine des autorisations de construction. L'auditeur qui nous a contacté hier, Siamine, lorsqu'il sera avec nous, on va le recontacter parce que il nous a évoqué quelques problématiques et quelques déboires qu'il a vécu, mais au travers de sa femme. Mais en général, effectivement, dans la copropriété, effectivement, les questions de recouvrement, c'est un peu l'essentiel des problématiques que l'on a à résoudre. En ce qui concerne le notaire, il y a cette question du quitus qui se pose. Dans la pratique, qu'en est-il? Parce qu'il n'y a pas d'obligation légale, mon cher Jad Aboulachbal. Alors, en fait, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, lorsque l'on est tenu d'acter une cession d'un lot de copropriété, ça peut être un appartement, une villa dans une résidence, on s'assure que l'acquéreur est sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne devra pas de charge à la copropriété. Et la raison en est simple, c'est que normalement, c'est le lot qui est débiteur des charges et non pas le propriétaire en titre. C'est-à-dire que si le propriétaire vient à céder son lot, la dette demeure parce qu'elle est attachée au lot et non à la personne. Voilà pourquoi il est de coutume de demander de la part du syndic un quitus qui prouve que la personne est à jour. Encore faut-il, petit 1, qu'il y ait un syndic. Ce n'est pas toujours le cas et nous avons d'énormes difficultés lorsqu'il n'y a pas de syndic. Et deuxièmement, c'est pour ça que aussi parfois les notaires font l'impasse effectivement, parce que c'est anxiogène. À partir du moment où vous n'avez pas de syndic en face de vous, et même si vous avez un syndic, est-ce qu'il peut fonder sa créance sur un droit légitime? Parce que vous pouvez très bien avoir un vendeur qui conteste les revendications du syndic au motif qu'elles sont irrégulières. Oui. Et dans ces cas-là, si le syndic n'est pas en mesure d'assumer le montant et la justification de ce montant, on est dans une situation délicate. Parce que l'acquéreur, lui, ne voudra pas être embêté par un syndic qui viendrait demander ce qui n'a pas été payé par son prédécesseur. Donc voilà pourquoi moi, par tradition, je demande systématiquement le quitus pour être certain que l'acquéreur n'aura pas de difficulté avec la copropriété dès ses débuts. Parfait. Alors, on a évacué cette problématique parce que on peut pas en faire l'impasse lorsqu'on a un notaire pour parler de copropriété. Mais on y vient aux questions d'auditeurs. Je crois que si Younes est avec nous, il nous appelle de Casablanca. Je voudrais qu'on vous passe la parole. Bonjour à vous, cher auditeur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors, juste, j'ai une question, mais avant, j'aimerais partager avec vous une réflexion au sujet des cotisations des syndics. Alors, il faut qu'on change un petit peu l'aperçu qu'on a sur ces cotisations. C'est pour payer des charges de la copropriété. Alors qu'à vrai dire, comment devront-on prendre ces cotisations? C'est comme un maintien de la valeur du bien qu'on a. C'est certain. Vous avez absolument d'accord, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Il faut que les gens le prennent comme ça, parce que s'ils ont un patrimoine immobilier, si vous ne payez pas les charges, les parties communes se dégradent et la valeur du bien qu'ils pourront vendre demain sera altérée. Donc effectivement, c'est un travail de pédagogie élémentaire que doit accomplir n'importe quel syndic et n'importe quelle assemblée générale consciente. Je prends un exemple. Imaginons on prend les escaliers. Et que les murs sont détériorés, qu'il y a de l'humidité et que les peintures sont dégradées. Imaginons que on habite au premier étage, qu'on accueille
un futur acquéreur ou un potentiel futur acquéreur, qu'on accueille sa famille, notre bien est dégradé, même si à l'intérieur tout est maintenu, tout est entretenu, tout est parfait. Mais si la copropriété, les espaces en commun sont dégradés, notre bien en subit aussi les conséquences. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Exactement. C'est pour ça, c'est l'aperçu que doivent avoir les gens sur les cotisations. C'est pas que j'habite au premier étage, que je n'utilise pas l'ascenseur, ou que j'ai pas de voiture, j'utilise pas le garage. Non, c'est pas ça. C'est plutôt pour maintenir, voire même augmenter la valeur du bien qu'on a. Et cher monsieur, rien que dans le règlement de copropriété, on peut aménager les charges différemment, parce que j'énonce un principe général. C'est fonction de vos parties privatives par rapport à l'ensemble des parties privatives que vous devez payer. Donc parfois les gens ne comprennent pas bien que s'ils ont un appartement de 50 mètres carrés et que le voisin a un appartement de 100 mètres carrés en privatif, normalement le propriétaire des 100 mètres carrés doit payer 2 fois plus de charges. Ça, c'est un premier point. Et sauf convention contraire dans le règlement de copropriété. Maintenant, vous pouvez, par le règlement de copropriété, aménager différemment les charges si elles posent problème. Est-ce qu'une personne doit entretenir l'ascenseur avec la même quote-part s'il est au premier ou au 6e? Est-ce que s'il n'a pas l'usage, effectivement, du parking, est-ce qu'il doit contribuer? Mais il faut que le règlement aménage en amont, de sorte que dès lors que le règlement sera légitime, il sera vu comme acceptable de payer. Et s'il n'y a pas d'aménagement, c'est en fonction des quotes-parts. Absolument. En l'absence de disposition dans le règlement de copropriété, vous en revenez à ce principe général. Et comprenez bien que si vous ne respectez pas la loi, il peut y avoir une contestation de la réunion de l'Assemblée générale. Exact. Alors, je passe à ma question. Bon, moi, j'ai acheté une villa dans une résidence. C'est une résidence qui contient 40 villas. Bon, le promoteur nous l'a vendu au début comme si c'était une résidence fermée. Ok. Par la suite, quand on est parti au notaire, on n'a pas trouvé d'espace, de surface indivisible. Vous voyez, c'est comme si on a acheté des lots, une résidence lotie. Donc, par la suite, le promoteur, au début, il n'avait pas mis de porte à la résidence. Il avait mis une, puis après il l'a enlevé, je crois, par obligation des autorités qui l'ont mené à l'enlever. Quelques mois après, on voit des portes qui s'installent, ok. Oui. Et le promoteur prétend avoir l'autorisation comme quoi c'est une résidence fermée. On n'a pas de certitude sur ça et j'aimerais demander comment peut-on s'assurer que c'est une résidence fermée ou c'est une résidence, comme on dit, sécurisée. Alors déjà, je vais essayer de répondre de manière générale à votre question et puis que tout le monde comprenne bien. Et moi, que je m'assure que j'ai bien compris le sens de la question. Est-ce que le promoteur a vendu un lot de copropriété ou est-ce qu'il a vendu, en fait, des lots autonomes les uns des autres? Ça, c'est très simple. Des lots autonomes. Alors, s'ils sont autonomes, cher monsieur, dans l'acte d'achat, vous n'aviez aucune référence à des parties communes. Et dans le certificat de propriété, vous n'aviez aucune référence à des parties communes. Parce que je fais un petit point pédagogique. La copropriété, elle peut être verticale, c'est-à-dire un bâtiment de plusieurs étages. Mais elle peut être horizontale. Mais derrière le mot de copropriété, il y a propriété partagée. Or, un copropriétaire détient un lot dans lequel il détient à la fois des parties privatives et à la fois une quote-part des parties communes. Si vous me dites qu'il n'y a pas de parties communes, j'aurais tendance à dire que vous êtes hors sujet pour me poser une question sur la copropriété. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une logique de copropriété, mais dans une logique de lot autonome. Or, il faut le comprendre. Et un simple certificat de propriété et la désignation dans le titre foncier et la désignation dans l'acte d'achat est simple. Soit vous avez un titre foncier parcellaire, sans référence à un titre foncier maire, et vous n'êtes pas dans une copropriété. Soit vous avez une référence à des quotes-parts, et dans ces cas-là, il faut demander le règlement et que se tiennent des assemblées générales. Donc il faut se méfier de ce que l'on vous dit, car vous êtes en droit de demander au rédacteur de l'acte dans quelle forme de propriété vous êtes.
Vous me comprenez bien. À partir de là, si vous n'êtes pas dans une Ouais. copropriété, vous n'avez aucune partie commune et alors dans ces cas-là, il faut transiger éventuellement avec le voisinage, créer éventuellement des servitudes de passage si vous êtes obligé de passer par ceci ou par cela. Et parfois, c'est problématique. Parfois même, le promoteur n'a même pas réfléchi à cela. Et parfois, vous avez des conservations foncières qui ont établi des titres totalement Mais autonomes. imaginons qu'il y ait des biens, enfin des biens en commun, enfin des biens qui ne sont pas en commun, mais des espaces entre les lots de villas vendus qu'il faut entretenir. Imaginons il y a des jardins. Imaginons il y a, je ne sais pas, des parties communes, quelles qu'elles Alors, soient. s'il y a des parties pas communes, ça veut dire que lorsque le titre foncier a été éclaté, il a été expressément précisé que ces parties avec un caractère commun. Je rappelle, je sais que c'est un peu technique peut-être pour nos auditeurs, mais vous avez un titre foncier mère, c'est-à-dire qui reprend l'intégralité du bien avant l'éclatement. Soit il existe encore des parties communes et elles sont la propriété du syndicat des copropriétaires, selon des codes par indivise, mais la propriété de tous, mais il est clairement précisé que ces parties ont un caractère commun. Si elles ne sont pas mentionnées dans le titre foncier mère, si en fait l'éclatement a créé des parties totalement privatives sans partie commune, la question ne se pose pas. C'est à vous et à vous seul. Donc c'est le mode de propriété qui désignera ou déterminera les conséquences à suivre. Oui, et donc effectivement, si je comprends bien, il est difficile de s'organiser dans ces cas de figure en fonction des vérifications. Vous êtes dans l'hypothèse où vous n'avez pas de copropriété effective, et la copropriété, je vous le répète, présuppose partie privée, partie commune, sinon vous n'êtes pas en copropriété, vous n'avez que des aménagements entre voisins. Et nous sommes dans une autre logique. Oui. Donc, si vous m'interrogez sur la copropriété, je vous dis, il faut un lot de copropriété et il faut des parties communes à tous. Alors, si Younes, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ce qu'on vient d'énoncer. Si Younes, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. Oui. Alors, juste, le problème, c'est que le manifeste du promoteur, comme quoi c'est une résidence fermée, c'est venu après avoir signé les actes, auprès du notaire et tout ça. Et c'est ça, oui. Alors, monsieur, je veux pas brûler les étapes. Je vais juste vous dire, il y a deux choses. Vous avez des garanties en tant que vendeur de vendre ce que vous avez promis de vendre. Et puis, vous avez des règles de la copropriété. À partir du moment où vous avez signé un acte d'achat, où il n'est pas fait référence à des parties communes à tous les copropriétaires, il est explicite que vous n'êtes pas en copropriété. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous organiser entre voisins, mais c'est un autre mode de fonctionnement. Parfait. Donc c'est un autre mode de fonctionnement qui ne rentre pas dans le cadre de la loi sur la copropriété. Absolument pas. Et donc ça rend peut-être les choses un peu plus délicates. On souhaite peut-être bon courage à Sidi Youssef, même si parfois vous avez le conseil qu'on a fait entendre, c'est que parfois il ne faut faire confiance qu'à ce qui est écrit, parce qu'on peut nous raconter ce qu'on veut. On parle de résidence fermée, on peut s'attendre à telle ou telle chose, mais en effet, il faut peut-être parfois consulter à chaque étape un professionnel qui puisse nous indiquer exactement le cadre dans lequel on va évoluer lorsqu'on sera propriétaire. Et je pense que là, vous avez tout à fait raison. C'est tout le problème. C'est-à-dire que souvent, le système institué au Maroc impose un notaire pour la rédaction et c'est souvent le promoteur qui l'impose. Dans d'autres pays, vous avez le notariat en collaboration. Chaque partie a son notaire et elle est payée complètement. Mais ici, c'est vu comme un surcoût. Voilà. Bon, on a essayé de répondre parfaitement à cette question parce que elle est rare et elle est en cela intéressante. Elle nécessite des explications. Nous avons 5 appels au minimum. Donc je vous dis, on va essayer d'accélérer la cadence. Nous avons une auditrice qui nous a appelé de Casablanca. Je la remercie pour sa patience. Bonjour à vous, Madame Leïla, si vous êtes avec nous. Bonjour, je vous remercie pour votre émission. On vous remercie aussi pour votre appel. Alors, j'ai une question, une problématique, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'habite dans un immeuble où il y a 16 appartements avec des locaux commerciaux en bas. Le promoteur, c'est lui qui gère les locaux commerciaux. Il a un projet et il détient toujours 6 appartements parmi les 16. D'accord.
Alors, on avait une société de syndic, c'est quelqu'un avec lequel il travaille sur d'autres projets, sur ses usines et tout. Je sais pas, il avait des accords avec lui. Puis, il n'était pas bien pour nous. Alors, on a décidé de faire une réunion, Choisir un autre syndic. de choisir un autre syndic, un habitant de l'immeuble. D'accord. On avait des problèmes de propreté, de sécurité, beaucoup de choses. Alors, on a voté pour un syndic parmi les habitants. Puis, on s'est retrouvé devant le propriétaire des 6 appartements et le projet qui refuse de payer, plus 2 autres des habitants. Ah d'accord. Ah, donc ça fait un budget amputé de 8 lots, si je compte bien. Exactement, de 8 appartements plus le projet. D'accord. Alors, la semaine dernière, on s'est retrouvé devant l'IDEC qui arrête l'électricité sur les parties communes, un ascenseur qui marche pas. On était obligé de monter au 3e, 4e étage avec des enfants, sans électricité, sans rien. On a passé 10 jours dans cet état. Puis, on s'est retrouvé devant l'obligation de payer pour reprendre parce qu'on pouvait pas continuer comme ça. Oui. Exactement. Alors, on est payé. On vient d'avoir la reprise d'électricité, d'ascenseur et tout seulement aujourd'hui. On a, c'est pas moi, mais le syndic, il dit qu'il va déposer le dossier chez un avocat pour qu'il paye tout ce qu'on a payé, pour qu'il commence à payer les cotisations. Mais sincèrement, on ne sait pas est-ce que ça peut être réglé. Le monsieur, il refuse de se réunir, il refuse de parler, il donne aucun signe, seulement qu'il veut pas payer, qu'il n'habite pas à l'immeuble, sachant qu'il a des appartements qui sont déjà loués. Il dit qu'il n'utilise ni ascenseur, ni électricité, ni rien. Alors tant pis pour nous. Non, mais voilà, je vous dis. Mais c'est un très bon témoignage, Madame Leila. Alors je peux essayer de répondre, mais je pense que la réponse va vous intéresser, vous et plein de gens, parce que je vais énoncer 3-4 grands principes que vous devez avoir en tête. Oui. Premièrement, mon cher Jadaboulech, pour que, disons, que la procédure aboutisse, il y a des prérequis, des préalables, et ce sont ces préalables sur lesquels il faut insister pour que, y compris les syndics bénévoles qui nous écoutent ce matin, puissent avoir les outils lorsqu'il y a des personnes qui ne payent pas ce qu'ils doivent, puissent elles-mêmes engager les procédures judiciaires. Alors, par rapport au syndic, je répète que pour pouvoir engager une procédure judiciaire, il doit être légitime. Or, avez-vous nommé un syndic selon les règles de majorité? Je rappelle que si vous ne nommez pas le syndic à la majorité des 3/4 des copropriétaires, sa nomination est contestable. Elle n'est pas valide. Donc, est-ce que ce syndic est régulier? S'il ne l'est pas, il n'a aucun pouvoir. Deuxièmement, si vous n'avez pas de majorité pour nommer un syndic, il faut passer par la voie judiciaire pour qu'il ait la légitimité à agir. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui doit payer les charges? Le copropriétaire et uniquement lui. Donc, il est toujours redevable des charges en proportion des lots qu'il détient. C'est-à-dire, s'il a 6 lots, le promoteur a 6 lots, il doit payer pour les 6. Pour les 6, en proportion. Même s'il n'utilise ni l'ascenseur, ni... Même s'il ne les utilise pas, sauf convention contraire du règlement de copropriété. Mais je répète, si le syndic n'a pas été nommé dans les règles, il n'a pas vocation à agir contre lui. Donc c'est un vrai problème. Et je répète que toutes les charges sont assumées par les copropriétaires. Alors on pourra entrer plus dans le détail peut-être après la pause information, parce que c'est vraiment des problèmes importants que vous posez et que tout le monde se pose. Sans électricité, parce que effectivement ça crée le cercle vicieux dont on parle de temps en temps dans cette émission. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Bonjour, chers auditeurs, ou rebonjour. Nous continuons l'émission consacrée ce matin à la copropriété. J'irai au bout de mes rêves, on entendait à l'antenne il y a de cela quelques instants. J'avais envie de dire j'irai au bout de la procédure. En écoutant notre auditrice qui nous a contacté par rapport au problème de recouvrement, au fait aussi que le promoteur qui est encore propriétaire de 6 lots se désiste, et puis 2 autres propriétaires qui décident de ne plus payer. En effet, c'est plus difficile lorsque les choses ne sont pas en règle, mais je voudrais que tu nous rappelles, mon cher Jadaboulech Bel, les prérequis qui vont faciliter la procédure. Je crois comprendre que le syndic bénévole décide de contacter plutôt un avocat pour qu'il poursuive les récalcitrants en justice. Alors, mon problème dans le raisonnement de madame, c'est que je ne suis pas certain que le syndic bénévole soit légitimement syndic.
Parce que s'il n'a pas été élu selon les règles de majorité, c'est-à-dire 3/4 des copropriétaires, il n'est pas le syndic régulier. Donc le copropriétaire est en droit de refuser de le reconnaître, quel qu'il soit. Donc dans cette hypothèse où il y a un blocage au niveau de l'Assemblée générale, il faut saisir la justice pour qu'il nomme un syndic qui aura la légitimité à agir. À partir du moment où le système se sera remis en place, il sera toujours possible de demander les arriérés de paiement. Mais toute décision prise de manière irrégulière n'est pas opposable à n'importe quel copropriétaire. Et donc, si le formalisme n'a pas été respecté, le promoteur copropriétaire aura beau jeu avec son avocat de faire annuler la décision de l'Assemblée générale et aura beau jeu de contester tout courrier du syndic. Mais, mon cher mais tu sais, c'est la raison pour laquelle nous insistons dans toutes les émissions sur le formalisme, sur ce caractère qui peut-être est un peu lourd, y compris dans les émissions. Mais on insiste parce qu'on sait que si ce formalisme-là n'est pas respecté, la procédure de recouvrement est plus difficile et in fine plus de problèmes qui attendent les copropriétaires. Younes Hannibal est avec nous, Maître Younes Hannibal est avec nous au bout du fil de Marrakech. Bonjour à toi mon cher Younes. Bonjour mon ami. Alors, Younes, nous avons du pain sur la planche en cette deuxième heure, tu le sais très bien, lorsqu'on parle de copropriété. Je voulais te faire réagir très rapidement par rapport au cas de Madame Leila qui nous a contactés, parce que effectivement la situation est critique. Ils viennent d'avoir l'eau et l'électricité au bout de 10 jours, et j'imagine que ceux qui payent se sont surcotisés en quelque sorte pendant cette période un peu délicate pour essayer de couvrir les charges. Parce que, en effet, je crois 8 des copropriétaires, 6 du côté du promoteur, 2 du côté des autres copropriétaires décident de ne plus payer. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris en charge le paiement des factures qui ne sont pas réglées avec la LIDEC ou pas? Je crois que oui, puisqu'elle nous dit qu'aujourd'hui, ils ont maintenant l'eau et l'électricité. Ça veut dire qu'ils ont dû mettre un peu d'argent de leur poche pour essayer de passer ce cap un peu critique. Je ne sais pas si Madame Leila est toujours avec nous au bout du fil. S'il y a d'autres questions, on va essayer de la recontacter. Mais mon cher Younes, pour faire aboutir le plus rapidement et le plus efficacement cette procédure, j'imagine que tu en as fait des procédures de recouvrement dans le cadre de la copropriété. Je voudrais savoir si tu avais aussi d'autres conseils à prodiguer à l'auditrice par rapport à cela. Il y a deux choses. Déjà, il faut que le syndic en place puisse engager une procédure judiciaire à l'encontre des copropriétaires récalcitrants, donc ça d'un côté. Deuxièmement, il faut qu'il ait sous la main des documents c'est-à-dire ce qui est requis pour la procédure spéciale prévue à cet effet, c'est-à-dire le procès-verbal de l'Assemblée générale avec un budget voté, bien entendu avec le syndic dont le mandat est toujours en cours, le certificat de propriété, un relevé de la situation qui concerne le copropriétaire concerné et bien entendu la mise en demeure avec le délai prévu par la loi. Oui. Donc si ces 4 documents sont réunis, la procédure peut être engagée de manière assez facile, parce que là elle est efficace, elle commence par une mise en demeure et elle est suivie par la validation de la mise en demeure par le juge, c'est-à-dire l'injonction de payer qui est ordonnée par le juge. Donc voilà. Et c'est une bonne démarche de taper aux portes d'un avocat. Je crois que le syndic bénévole, c'est la démarche qu'il a décidé de suivre. Bien sûr, de toute façon, il n'y a pas d'autre procédure possible à part celle-là. C'est-à-dire commencer déjà par obtenir l'injonction de payer ordonnée l'injonction du président du tribunal. Ensuite viendront les mesures de saisie nécessaires si le copropriétaire concerné refuse de payer. Mais ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet concerne la récupération de ce que les copropriétaires ont payé pour le compte du reste des copropriétaires. D'accord. J'espère que, en tout cas, dans cette ils vont faire, alors, dans le concept juridique pur, on appelle ça une gestion d'affaires. C'est-à-dire, il y a une situation d'urgence qui nécessite, même en cas d'absence de contrat avec une tierce partie, de gérer, de payer pour le compte de la copropriété parce que l'urgence et l'intérêt collectif prend le dessus. Dans ce cas, on peut payer et se rabattre pour récupérer ce qui a été payé pour les autres à travers une procédure de droit commun. Oui, parce que ça, c'est très important. J'imagine que les surcotisations de quelques-uns ne font pas plaisir parce qu'elles bénéficient à tout le monde, en l'occurrence. Mais on referme un peu ce dossier parce que c'est un dossier classique, récurrent, un peu malheureux parce que l'auditrice nous expose ces faits-là, on peut compatir. Nous avons un autre auditeur qui nous a contacté ce matin, cette fois-ci de la ville de Rabat, Simbar, qui est avec nous, je crois, au bout du fil. Je voudrais qu'on l'écoute. Bonjour à vous.
Simbar. Oui, vous m'entendez? Oui, vous on m'entendez? on vous entend désormais. Oui, merci beaucoup pour votre émission qui est pertinente, qui est très intéressante. Je vous suis régulièrement. Ça me fait plaisir. Mon cas est très simple et aussi compliqué. Je suis copropriétaire d'un terrain agricole qui est aux environs de 6 hectares. Oui. Et un des copropriétaires l'occupe depuis une quinzaine d'années. Il y a construit une maison, une piscine et puis des arbres. Il y avait un problème de juridique de préemption qui a été débouté. Et puis, il a demandé à sortir de copropriétaire et de l'indivision. Oui, c'est pas pareil. Donc, sachez pertinemment que son but étant que le terrain soit vendu aux enchères. Monsieur, je pose tout de suite la question, il ne faut pas confondre la copropriété et l'indivision. La copropriété présuppose des parties privatives et des parties communes. Il me semble que vous êtes en indivision. Et si vous êtes en indivision, non mais c'est important parce que vous ne relevez pas du droit sur la Au copropriété. sens littéral, il entend nous sommes propriétaires en commun, mais c'est pas c'est tout à deux fait ça. formes de propriété collective différentes qui produisent des effets radicalement différents. Quand vous êtes en indivision, ça me permet de le dire et après on laissera peut-être la parole à Maître Hannibal. Quand vous êtes en indivision, il n'y a aucune partie privative. Vous n'avez aucune partie qui vous appartient en propre. Vous avez certes un droit exclusif sur votre quote-part, mais qui va l'acheter ? Personne n'est tenté d'acheter une quote-part dans une indivision familiale. Donc, dans l'hypothèse où il y a une cession amiable, vous avez toujours la faculté de préempter, c'est-à-dire, ma formule est maladroite, de retrait, parce que le retrait s'exerce après la cession, et dans ces cas-là, n'importe quel des co-indivisaires peut racheter. Mais il y a toujours la faculté pour un indivisaire qui ne peut pas provoquer le partage, parce que c'est pas partageable, de provoquer la vente aux enchères. Mais vous n'êtes pas du tout dans la copropriété, vous relevez d'un droit beaucoup plus rigide. Oui, mais peut-être je reformuler un peu la question. Il y a plusieurs personnes qui possèdent un terrain en commun. C'est de l'indivision. D'accord. C'est de l'indivision, c'est le cas de Simbark. 6 hectares. Oui. Il y a une des personnes qui possède avec nous, ou en commun, avec nous ce terrain-là, mais qui construit, qui fait une piscine, qui en dispose comme elle le souhaite. Et elle construit, elle met les gens devant le fait accompli. Est-ce qu'on peut s'opposer? Est-ce qu'on peut s'opposer? Si oui, comment? Mais si bien oui, comment sûr, parce que vous comprenez bien que le droit à construire présupposerait que vous avez l'accord de tous les de tous les co-indivisaires, Voilà. puisqu'il n'y a qu'un droit de propriété. Est-ce Donc, que cet accord est écrit, formalisé? mais bien sûr, parce que si vous édifiez des constructions sur le terrain des autres sans leur demander leur accord, n'importe lequel des indivisaires peut en demander la destruction aux frais du constructeur. C'est le Et cas de c'est une Simbark. situation extrêmement ambiguë. C'est pour ça que lorsque le terrain est partageable, j'invite les gens à éclater le titre foncier pour que chacun fasse ce qu'il souhaite. Ah oui, 6 hectares, c'est Oui. éclatable. Enfin, c'est Et partageable. donc, il faut partager. Et si c'est une indivision sur un bâtiment de plusieurs étages, nous invitons les gens à créer une copropriété. Mais le coût de la procédure est réfrigérant pour n'importe quel indivisaire. Et de ce fait, il est dans une situation où sa capacité à agir est bien moindre. Donc, non, on ne peut pas édifier sur un terrain indivis sans l'accord unanime de tous. Et on peut demander la destruction si la personne ne vous a pas demandé l'autorisation formelle et la destruction à ses frais. Alors, Simbark, qu'est-ce qu'on répond à votre question? Oui, c'est pertinent, mais tout simplement la question est beaucoup plus large. Ça veut dire que pour sortir de l'indivision, la personne qui occupe, qui a construit, c'est un entrepreneur. Son but est que le terrain soit vendu aux enchères. Alors, le tribunal a désigné un expert, un prétendu expert, et que naturellement qui va dans son sens. Il a dit que ce terrain, et c'est vrai, que ce terrain, il est destiné à la vente aux enchères parce qu'il y a des copropriétaires qui ont 16 mètres carrés. Des co-indivisaires. Oui, des co-indivisaires, et excusez-moi, et qu'ils ne pourront pas l'exploiter. Mais tout simplement, cet expert, il a oublié une chose qui est très importante, que la note du renseignement de l'agence urbaine précise que ce terrain est classé RP. RP, et c'est-à-dire, elle précise bien qu'il n'y a aucune limite de l'indivision. Le fait qu'il est RP. C'est-à-dire que celui qui a des mètres carrés peut demander c'est des mètres carrés. Il est près d'une décharge. Donc, nous avons refusé cet expert, nous avons demandé un deuxième. Le tribunal l'a accordé. Ce deuxième, il tient en compte de tout ça, de toutes ces informations que l'on a données, la note des renseignements et puis tout un certain nombre d'informations.
il a dit que le terrain il est divisible. Mais bizarrement, il a fait un partage en zigzag. Au lieu de faire des lignes droites, c'est un seul partage. Donc il m'a donné un côté qui n'était pas le mien à l'origine. Il a donné à la partie adverse une autre partie, mais il a fait en zigzag. Donc le tribunal doit demander de faire une deuxième proposition, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir le choix, ou faire la proposition aux enchères, pour la vente aux enchères. Donc, cela va dans le sens de la partie demandée adverse. Il a dit que non, on ne peut pas faire deux propositions de fait qu'une partie a construit légalement et qu'elle est traversée par en route avec des arguments fallacieux qui ne reposent sur rien de juridique. Oui. Donc, naturellement, le juge, il a trouvé le prétexte, il a dit que c'est la vente aux enchères sans tenir compte des éléments tangibles qui permettent que chacun puisse avoir ce terrain. Alors la question est suivante. Est-ce que l'expert peut vraiment dire n'importe quoi? Est-ce que le juge peut se baser sur un rapport d'expert fallacieux pour trancher? Ça, c'est une question qui concerne les tribunaux et je pense que Younes Hannibal peut nous renseigner pour savoir s'il y a d'autres recours dans cette affaire, d'autres recours possibles. Mais c'est le dossier qui est en zigzag en l'occurrence. Alors, Younes Hannibal. Oui. Franchement, c'est très compliqué, vous savez, parce que tant que j'ai pas le dossier sous les yeux, il y a des choses, moi je peux pas juger, je crois ce que dit Simbark, il n'y a pas de souci, mais le côté fallacieux de l'expertise, il y a aussi un côté technique, il y a une lecture juridique et les lectures ne sont pas les mêmes, vous savez, où le même rapport peut être lu de manière différente. Maintenant, la seule question à laquelle je peux répondre, c'est que est-ce que le juge est contraint de suivre l'avis de l'expert? Non. Le rapport d'expertise n'est pas le document déterminant pour trancher dans un procès. Le juge a besoin d'être éclairci sur un certain nombre de points. Il prononce un jugement avant de dire droit, c'est-à-dire une expertise afin de l'éclairer sur un certain nombre de points. Maintenant, s'il y a des anomalies ou bien des critiques que l'on peut porter sur le dit rapport, il y a possibilité de les soulever auprès du même juge afin qu'il ordonne une autre expertise, une deuxième expertise, afin soit de corriger ce qui a été mal fait, soit de compléter les informations dont le juge a besoin. Mais au-delà de cet avis, je ne peux pas tant que j'ai pas le dossier sous les yeux. Oui, c'est un dossier compliqué, surtout que l'appareil judiciaire a été mis en marche. Nous avons un auditeur qui nous a contacté par rapport à la copropriété, parce que c'est notre thématique du jour, les questions qui ne sont pas relatives à la copropriété et qui concernent le notaire, puisque j'en lis quelques-unes sur la page Facebook des experts. Je vais les laisser pour la fin de l'émission, parce que priorité à ceux qui nous appellent sur les thématiques que nous programmons, et notamment ceux qui sont avec nous, notamment au bout du fil. Si Hassan est avec nous, je crois, de Rabat. Bonjour à vous. Bonjour, je vous appelle de Rabat. Merci pour votre émission. Merci. Ma question est la suivante. J'habite dans une copropriété, une résidence d'environ 150 appartements. Dernièrement, il y a eu renouvellement. Enfin, on avait programmé le renouvellement du syndic. Pour en changer. En fait, on voulait changer, mais c'était pas le cas. D'accord. Justement, c'est le but de ma question. Le syndic qui était déjà opérationnel lors de l'Assemblée générale, il n'a laissé entrer que les personnes qui avaient payé les cotisations des 2 dernières années. Alors que des gens, c'est-à-dire la plupart des gens qui étaient contre ce syndic n'avaient pas cotisé. C'était une façon de dire dégagez s'il vous plaît. Il a refusé. Donc, quand il a programmé la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle réunion de cette année, il a exclu les gens qui n'avaient pas payé, qui n'avaient pas cotisé les 2 dernières années. Donc, ce qui lui a permis d'avoir une assemblée propre à lui et des gens, c'est à peu près un tiers des personnes concernées ont été écartées. Si Hanan, je vous pose une question. Est-ce que c'est un syndic bénévole, est-ce que c'est un syndic professionnel? C'est un syndic bénévole. Est-ce qu'il est rétribué pour les missions qu'il accomplit? Non. Non. D'accord. Donc déjà au cours de la réunion, on n'était pas invités, on n'avait pas le droit d'accéder à la salle, mais on écoutait, on entendait. Au cours de la réunion, il n'avait pas évoqué l'état financier
financier du syndic, l'état financier de nos cotisations. Et pourtant, il a été voté comme syndic. Il exerce ses fonctions. Au cours de cette même réunion, il avait évoqué qu'il allait privatiser le gardiennage. 15 jours après, on s'est retrouvé avec une société de gardiennage. D'accord. Donc, si Hassan, si je comprends bien, il y a un conflit. Vous voulez changer de syndic. Un tiers sont opposés au syndic actuel. Le syndic actuel se défend en interdisant l'accès à l'Assemblée générale qui est à même de le destituer, en refusant l'accès aux personnes qui se sont opposées, y compris parfois de façon un peu contraire à la loi, tout simplement en ne payant pas, parce qu'on peut s'opposer en payant les charges de copropriété. Et donc, vous voulez savoir dans quelle mesure, quels sont vos moyens d'action pour parvenir à votre but, premièrement, s'il y en a. Deuxièmement, est-ce que la manière avec laquelle il a agi est légale ou pas? Alors, je vous pose la question à Jad Aboulachbal et à Younes Hannibal. Jad Aboulachbal, oui. L'idée, c'est que normalement, ne sont convoqués à l'Assemblée générale que les gens qui sont à jour de leur cotisation. Donc déjà, il y a un problème par rapport à cela. La deuxième chose, c'est qu'un syndic, pour être désigné, normalement, doit l'être par 3/4 des copropriétaires. Et donc la question se pose de la validité de sa nomination. À partir du moment où il n'y a pas des conditions respectées quant à la nomination d'un nouveau syndic, et que le mandat du précédent cesse, on peut saisir le juge pour désigner temporairement quelqu'un. Mais dans ces cas-là, c'est une procédure qu'il faut voir avec votre avocat parce que vous n'êtes plus dans une logique de conciliation. Alors, Younes Hannibal, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'accès à l'Assemblée générale qui est légale, parce que ça, c'est une disposition que permet la loi. Simplement, on ne peut pas interdire, si je comprends bien aussi, à force de faire ces émissions, on retient certaines informations, on ne peut pas interdire l'accès à ceux qui se présentent en disant les arriérés, je les paye. Ce que je n'ai pas payé de cela un certain temps, voici le chèque qui peut me permettre de régler et j'assiste à l'Assemblée générale. 1 sur la légalité du procédé, 2 sur le moyen qu'espère si Hassan pour arriver à son but, à savoir changer de syndic professionnel, comme un tiers, si j'ai bien compris, des 150 copropriétaires qui composent la copropriété. Oui. Je confirme ce que vient de dire mon ami Jed. C'est effectivement c'est une disposition légale à laquelle on ne peut pas déroger. C'est-à-dire on prévoit que l'Assemblée générale, seuls les copropriétaires à jour de leur cotisation peuvent assister, non pas voter, mais assister. C'est-à-dire même l'accès à la salle leur est interdit. Ça, c'est la loi. Maintenant, ça, c'est le premier volet. Pardon. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet concerne la contestation elle-même. Maintenant, s'il est avéré, s'il est révélé que le syndic est défaillant ou manque ou bien négligent quant à sa mission ou bien quant aux décisions qui ont été prises en Assemblée générale et dont il n'a pas exécuté les fondements, maintenant il est soumis à un risque de révocation. Mais ça se fait en Assemblée générale. C'est-à-dire la révocation se décide en Assemblée générale et seuls les copropriétaires à jour de leur cotisation peuvent assister. Donc maintenant c'est quelque part assez insolite comme situation. Oui, parce que c'est le serpent qui s'est mordu la queue, parce que en s'opposant, en ne payant pas effectivement les charges, ils se sont amputés du moyen qu'ils avaient de révoquer la personne. Voilà. Alors, dernier élément, lorsque la loi dit les copropriétaires à jour de leur cotisation, il ne suffit pas de remettre le chèque avant de rentrer à l'Assemblée générale, parce que le chèque n'est pas encore encaissé. Si on devrait détailler et prendre les choses dans le fin fond de l'explication, c'est que le compte du syndicat des copropriétaires ne sera alimenté qu'au moment où l'argent est transféré sur le compte. Donc ça veut dire la remise du chèque, même si le chèque est un mode de paiement, la remise du chèque au moment d'accéder à l'Assemblée générale n'est pas suffisante, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore à jour puisque l'opération, la transition, le transfert de l'argent n'est pas encore opéré de façon effective sur le compte. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts atlantiques, une émission consacrée ce jeudi à la copropriété. Chers auditeurs, nous sommes en votre compagnie encore pour un certain nombre de temps, jusqu'à midi, je le disais. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions à poser au 05 22 95 36 70 ou 80 pour répondre. Nous sommes avec un notaire, Jad Aboulachbal, maître Jad Aboulachbal,
qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Parce que c'est pas tout, il n'y a pas que des bonbons. Parfois, on prend des patates ou des pommes de terre de temps en temps. Bon, ça ne réjouit pas tout le monde, mais les auditeurs qui entendent des explications, qui apprennent effectivement des procédures qui peuvent leur être utiles dans leur vie, au contraire, eux nous saluent et vous remercient en l'occurrence pour votre participation. Chers auditeurs, on répond aux questions notamment sur le recouvrement, je crois, c'était la dernière intervention que je voulais partager avec vous. Nous sommes aussi avec Younes Hanibar, qui est avocat au barreau de Casablanca. Il sera avec nous durant ces dernières 20 minutes qui nous sont imparties. Mon cher Jad Aboulachbal, oui, je me suis souvenu effectivement de l'intervention de l'auditeur Si Hassan par rapport à la destitution. Pour destituer un syndic, comment procéder ? En l'occurrence, vous devez sanctionner en justice si son comportement est fautif. Donc, je pense qu'il faut recourir effectivement au service de l'avocat dans le cadre d'une procédure. Maintenant, du point de vue amiable, vous avez un syndic qui est désigné pour une durée déterminée. Au terme de son mandat, soit il est renouvelé, soit il ne l'est pas. Dans les cas où il n'est pas renouvelé, il faut un substitut, c'est-à-dire un nouveau syndic. Soit vous arrivez à des règles de majorité qui permettent d'avoir un nouveau syndic, soit vous devez procéder par un autre système. Parce que si vous n'avez pas les règles de majorité requises au niveau de la copropriété, je répète, c'était règles de majorité assez strictes, 3/4, vous devez dans ces cas-là trouver un mécanisme de substitution et donc passer par la justice pour qu'on désigne un syndic qui assurera transitoirement les choses ou un administrateur qui assurera transitoirement les choses. Mais là, c'est toute une procédure à engager pour justement mettre fin à cette situation où la copropriété n'a pas d'exécutif. D'accord. Donc effectivement, je voudrais aussi faire réagir Younes Hannibal sur les procédures à suivre, mis à part le recours judiciaire. Est-ce que on peut s'organiser de façon plus efficace pour désigner notre syndic lorsque un tiers des copropriétaires semble manifestement refuser, disons, la gestion actuelle des choses, puisque si j'ai bien compris, Si Hassan nous explique qu'il a été reconduit, le syndic qui a suscité une telle opposition. Je crois que Younes va nous rejoindre dans quelques instants. On va le solliciter également sur cette question, mais en attendant, on va donner la parole aux auditeurs qui nous contactent, qui sont au standard. C'est Madame Belhaj qui nous appelle de Bouznika. Bonjour à vous. Bonjour les experts, bonjour. Bonjour. Voilà mon cas. Je viens d'acquérir un appartement. Et sur l'acte de propriété, enfin, comme ça, oui. Il y a marqué que le syndical, ce sera par le... Madame Belhaj, excusez-nous, on vous a mal entendu on vous a mal entendu. Oui. Je viens d'acquérir un appartement, il y a 6 mois environ. Oui. Et il y a une petite... sur le l'acte de propriété, il y a un petit alinéa qui indique que la gestion syndicale se fait par la société vendresse. D'accord. C'est une propriété où normalement il y a 3 tranches. Nous, on fait partie de la 2e tranche. Donc je suppose que la 2e tranche, a priori la première tranche, ils n'ont pas eu cet alinéa. Nous, apparemment la 2e tranche, on a tous ce petit alinéa. Le souci maintenant, c'est que le syndic, je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle, veut démissionner. A priori, les gens ne payent pas. Problème et il veut démissionner. Voilà, classique. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer par rapport à l'acte qu'on a reçu chez tous. Et est-ce qu'il a le droit de quitter comme ça Est-ce que c'est son droit? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Comme c'est tout nouveau. Alors en fait, il faut que vous compreniez que le syndic est normalement désigné dans le cadre d'une assemblée générale. Mais peut-être avez-vous acheté un projet qui est en phase de finalisation. Et dans ces cas-là, le promoteur, au fur et à mesure de l'édification, a souhaité s'assurer, c'est bien cela?
Je crois que c'est ça, Oui. ce que j'ai cru comprendre. A souhaité s'assurer, comme il savait qu'il y aurait peut-être des problèmes de règles de majorité pour désigner un syndic, pouvoir assumer ce rôle transitoirement. Parce que, croyez-moi, le vendeur ne souhaite pas, dans ce type d'hypothèse, rester longtemps syndic. Simplement, pendant la période transitoire, il veut qu'il y ait un exécutif pour justement compenser les éventuelles carences. C'est ça. Alors, dans l'hypothèse où personne ne joue son rôle, effectivement, rien ne l'oblige, dès lors qu'il formalise son départ et qu'il démissionne, à rester indéfiniment. D'autant qu'il était, à mon avis, syndic bénévole, puisque vous ne le rémunérez pas pour être syndic, vous ne le rémunériez pas du tout, vous payez vos charges. Et son intérêt à lui, c'était que la copropriété fonctionne. Maintenant, je vous le répète, et c'est un principe que j'énonce de manière générale parce que je veux donner des règles claires à tout un chacun. Petit 1. Soit le syndic est désigné selon des règles de majorité précises et des règles de majorité larges, 3/4, soit il y a une substitution, c'est-à-dire qu'il faut que la justice désigne un administrateur ou un syndic dans les conditions où on n'arrive pas à trouver un syndic de copropriété en mesure de jouer son rôle. Donc il est très important qu'il y ait un exécutif, donc s'il y a une période transitoire trop longue, personne ne peut agir pour la copropriété. Je répète aussi que votre vendeur, s'il n'a pas vendu tous ses lots, est aussi un copropriétaire et qu'il a son mot à dire lors d'une assemblée générale pour désigner un syndic de substitution. Peut-être que lui ne veut pas assumer le rôle, mais peut-être qu'il sera d'accord. Parce que ça lui fait beaucoup de cotisations à payer, des charges importantes. Oui. Bah oui. Mais le souci, c'est qu'il est marqué jusqu'à l'achèvement de la 3e tranche. Or, la 3e tranche, il n'a même pas encore commencé. Ah d'accord, donc la période de transition, ça devient une période de transition prolongée qui devient presque une période permanente. Ouais. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, vous pouvez provoquer une réunion de l'Assemblée générale pour désigner un syndic de substitution si la démission s'est faite dans les règles et s'il peut donner les éléments à son successeur. Je vous le répète, vous gagnez à avoir un syndic et je répète aussi la philosophie d'une copropriété très élargie, c'est que ce soit un syndic professionnel qui la gère. Oui, d'accord. Donc dans ces cas-là, une assemblée générale, et si personne ne se présente comme syndic, eh bien, dans l'hypothèse où vous ne trouvez pas quelqu'un pour être syndic professionnel, normalement vous aurez pléthore de candidats parce que dès lors qu'ils sont rémunérés, ils sont susceptibles d'être candidats. S'ils ne sont pas rémunérés, vous aurez un problème. D'accord. Mais si vous rémunérez quelqu'un, vous aurez des candidats et dans ces cas-là, il faudra les élire selon les règles de majorité. Je répète, il y a nécessité d'un syndic nommé. Si ce syndic n'est pas nommable, il y a toujours la justice. Oui, mais imaginons que on se mette à l'idée de trouver quelqu'un, effectivement, parfois parmi les copropriétaires, pour qu'il assume cette responsabilité et qu'on veuille faire les choses dans les règles. Surtout que c'est le début, donc autant essayer de faire que tout marche, j'allais dire, de façon un peu convenable. Alors, pour provoquer cette assemblée constitutive ou cette première assemblée pour désigner quelqu'un qui puisse assumer ses responsabilités, comment procéder concrètement? Alors, normalement, au moment de l'établissement de la copropriété effective, parce que je répète que la copropriété va naître au moment de la première session avec une inscription sur le titre foncier. D'accord. Donc, lorsque le promoteur a vendu un seul lot, la copropriété est née. Le plus souvent, il a pris des précautions. Il a établi un règlement de copropriété, ce qui fait que vous n'aurez pas nécessairement à en établir un lors d'une assemblée générale. C'est un premier point, et vous l'avez validé par l'acte d'achat. Deuxièmement, il a justement rédigé cette clause de sorte que vous validiez a priori sa nomination de syndic lorsque, effectivement, la copropriété va naître. Maintenant, si la copropriété est née, normalement, chaque année doit se tenir une assemblée générale. Donc, dès la première année de la copropriété, une assemblée générale doit être tenue. Si cette assemblée générale n'a pas été tenue, normalement, un copropriétaire peut prendre l'initiative de la réunion de cette assemblée générale. Mais je vous rappelle un principe simple. C'est que en matière de copropriété, normalement, c'est le syndic qui fait toutes ces convocations. Mais il n'y en a pas. Donc, il faut impérativement que le syndic, éventuellement démissionnaire, organise une réunion pour provoquer les conditions idéales d'une nomination d'un substitut. Mais si cette initiative, effectivement, ne voit pas le jour, est-ce qu'un copropriétaire peut motiver les autres pour... Il le peut. C'est à lui de le faire. Mais est-ce que le vendeur n'a pas particulièrement envie de créer une substitution qui soit opérationnelle et qui soit efficace pour tous? Est-ce qu'il a démissionné sans donner les papiers et en fait passer les pouvoirs dans les formes
à son successeur. Il y a tout un formalisme lorsque l'on quitte ses fonctions, même lorsqu'un syndic est battu, c'est-à-dire qu'un nouveau syndic prend sa place et que les relations ne sont pas bonnes, normalement, il y a une substitution qui doit se faire dans les règles. Donc ce que je comprends, c'est que c'est difficile, même si mais elle peut prendre l'initiative d'une réunion d'assemblée générale, mais autant demander au syndic démissionnaire de convoquer tous les copropriétaires pour organiser une assemblée générale. Elle le peut. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il le veuille particulièrement, parce qu'il dit que cette situation transitoire va durer jusqu'à l'achèvement de la phase 3 qui n'a pas encore débuté, ce qui fait que ils en ont pour un certain nombre de temps, voire d'années. Donc en l'occurrence, Madame Belhaj... Alors là, se surajoutent d'autres problèmes. Oui. Est-ce que la vente s'est faite dans les règles? Est-ce que l'échéancier est respecté? Tout ça, c'est des problématiques qui ne sont pas propres à la copropriété et qui cachent peut-être des problèmes plus larges. Oui. Madame Belhaj, je vous remercie pour cet appel, ces questions pertinentes. Des fois, effectivement, lorsqu'on visite des lieux dans le but d'acquérir un bien immobilier, quel qu'il soit d'ailleurs, on se précipite et c'est bien normal, on voit que ça nous plaît, que ça nous convient, que les prix sont intéressants, mais parfois les problèmes de copropriété nous paraissent secondaires et même dérisoires. Or, ils prennent de l'importance avec le temps et malheureusement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a in fine énormément de désappointements, de déceptions et parfois de colère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites une acquisition immobilière, effectivement, il y a parfois une frustration entre ce que vous envisagiez et pas. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'une vente sur plan, et je crois que vous avez fait une émission récemment, il y a tout un cadre légal qui a vocation à s'appliquer, qui souvent n'est pas appliqué par de nombreux promoteurs, justement parce que le cadre est un peu complexe, mais normalement, il est destiné à garantir les futurs acquéreurs. Et le travail, c'est est-ce qu'un règlement de copropriété a été établi en amont? Est-ce que vous êtes, et là je ne parle pas à la dame, je parle en général, lorsque vous entrez dans une copropriété, est-ce que le règlement existe déjà? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une vie de la copropriété? C'est-à-dire que, je vous le répète, 2 copropriétaires suffisent. Un, c'est le promoteur et le premier acquéreur pour que la réunion se fasse dans les cadres légaux indiqués. Je vous remercie. Alors, pour votre question, on va prendre un dernier appel parce que le temps presse, malheureusement, chers auditeurs. On programme toutes les semaines des émissions sur la copropriété. Si Abdelmoula nous appelle de Casablanca, on vous passe la parole. Bonjour à vous. Oui, bonjour, c'est madame. Bonjour. Je suis Abdelmoula avec l'École de Justice ah oui, nous avons même eu le plaisir de faire une émission ensemble. Et pourquoi ne pas participer avec les copropriétaires? C'est Sanebar et Saboula Chebal. Oui. Donc là, je voudrais réagir et rebondir sur des points. C'est pas une question, mais c'est des points sur la loi 1800, oui. Telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 106-12. Je voudrais parler un peu en parallèle de cette loi-là. Il y a malheureusement, de par ma fonction, de par ma profession, je remarque un désintérêt total des copropriétaires et ça se manifeste dans la faible présence aux assemblées générales. Personne n'est intéressé, donc on tient des assemblées générales avec même pas le 1/10, si je n'abuse pas. Bon, je parle des résidences qui sont dans l'habitat social, qui ne reconnaît même pas, et qui ne reconnaît absolument pas cette loi sur la copropriété. Il y a beaucoup de résidences qui sont jusqu'à présent sans syndic, sans organe de contrôle et de gestion, malheureusement. Cette loi je parle des délais de 5 ans. Pourquoi un délai de 5 ans? Pourquoi exonérer certains propriétaires de leur dû envers la résidence, envers l'union des syndics, alors qu'on peut fermer une maison pendant 5 années et voilà, et on est libéré de payer. C'est des remarques, malheureusement, nous, dans le terrain, dans le domaine, on regarde ça de des yeux. Je parle aussi des pourcentages requis pour certaines décisions en Assemblée générale. Je parle de la majorité qui n'est jamais atteinte ou difficilement.
Je parle du pourcentage des 3/4. Le cas le plus frappant, c'est celui de la révocation d'un syndic mauvais gestionnaire. Oui, c'était la question de Si Hassan ce matin. Donc, Voilà, on a beaucoup de mal à rassembler et même comment la loi ne l'a pas défini. 3/4 des personnes, des copropriétaires présents, ou bien qui sont vraiment qui habitent la résidence. Donc ce n'est pas détaillé, ce n'est pas éclairci. Bon, l'unanimité pour certaines décisions, bon, il n'y a pas de problème pour l'unanimité. La construction, la cession ou bien la destruction d'une partie ou la oui, ça c'est normal. Oui. Bon, je parle aussi de l'article 16, quater. Les propriétaires qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Mais vous savez, mais vous avez raison. Si Abdelmoula, il y a un mot qui peut résumer cette intervention, c'est la négligence. C'est la négligence que effectivement l'on constate dans la gestion de la copropriété, et on en paie les pots cassés. On le constate toutes les semaines, puisque cette négligence fait qu'il y a beaucoup de problèmes, et quand il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'appels et beaucoup de questions, y compris d'auditeurs qui restent en suspens. Il y en a quelques-uns malheureusement qui nous ont contactés et qui, en l'occurrence, n'ont pas pu s'exprimer cette semaine. On reprogramme cette émission la semaine prochaine. Il y a ceux qui nous ont écrit, peut-être sur la page Facebook des experts. Nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais une dernière question que je voudrais faire entendre, parce que l'auditeur nous a écrit de cela une trentaine de minutes. On nous dit bonjour, c'est pas sur la copropriété. J'aimerais bien connaître la totalité des frais à payer pour effectuer une donation d'un bien acquis il y a 15 ans au prix d'1 million de dirhams. Comme le chiffre est rond, je me suis dit le calcul est facile. Alors je pose la question à notaire, parce que nous en avons un sous la main. Il nous dit, sachant que le donateur gardera l'usufruit. Merci. Bon, alors, en fait, vous avez des droits d'enregistrement et des droits de conservation. Les droits d'enregistrement, si c'est une donation de parents à enfants, sont de 1,5%. Et les droits de conservation foncière sont là aussi de 1,5%. J'ajoute que lorsque vous conservez l'usufruit et que vous donnez la nue propriété, la valeur de 1 million de dirhams n'est pas retenue. Elle est retenue pour la globalité. Mais la valeur de l'usufruit dépend de votre âge. Il y a un barème. Donc, si vous êtes suffisamment âgé, vous pouvez avoir un usufruit qui vaut 1/10. Et dans ces cas-là, ce que vous donnez, c'est 9/10, c'est-à-dire 900 000 dirhams. Mais si vous êtes beaucoup plus jeune... Vous appliquez le pourcentage à 900 000 et non à 1 million. Absolument. Voilà. Et voire beaucoup moins si l'usufruitier est jeune, parce qu'on présuppose que l'usufruitier qui a l'usage et la jouissance, a l'usage et la jouissance sa vie entière. Donc une probabilité importante qu'il vive longtemps. Donc il faut voir par rapport à un barème, il faut voir par rapport aux frais de donation et d'enregistrement et de conservation foncière. Et puis vous avez effectivement les honoraires qui s'élèvent pour ce genre d'opération d'après un décret qui n'est pas entré en vigueur aux alentours de 1,25%, mais vous pouvez toujours voir ce qu'il en est. Donc on a donné quelques fourchettes d'appréciation. Je pensais que le calcul est simple puisque c'était 1 million. C'est plus compliqué que prévu. Mais d'autant que ce n'est pas là, ce ne sera pas 1 million. C'est-à-dire qu'il faudra voir l'âge de l'usufruitier. Si l'usufruit vaut 1/10, la nue propriété donnée sera de 900 000. Si l'usufruit vaut 5/10, ce sera 500 000. Voilà, on donne toujours des réponses complètes dans cette émission. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les auditeurs qui nous ont contactés, nos experts qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonne journée, bon appétit chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre émission des Experts Atlantiques.